1. Jane Mansfield, le Palais Rose, Beverly Hills, Los Angeles. Dès que vous apercevez son extérieur couleur chewing gum, le Palais Rose de Jane Mansfield témoigne à la fois de la fantaisie et de l'audace qui définissait son propriétaire iconique. Nichée au cœur de Beverly Hills, cette résidence flamboyante a d'abord attiré l'attention du public au début des années 1960. Construit initialement en 1929, la propriété s'est transformée en un fantasme pastel sous la direction de Mansfield, avec une piscine en forme de cœur et des cupidons ornant les murs. Selon un rapport de 1967 dans le Los Angeles Times, le manoir était un lieu prisé pour les réunions de Hollywood, avec des enseignes au néon et des salles de bain doublées de fourrure rose qui ont alimenté d'innombrables potins dans les tabloïds de l'époque. L'esthétique du design était fortement influencée par l'amour de Mansfield pour la décoration extravagante. Pensez aux tapis roses, aux lustres somptueux et aux plafonds en miroir. Les biographes notent que la star était profondément impliquée dans le choix de chaque détail, des statues de chérubins parsemant le gazon aux éléments roses vifs dans la cuisine. Les voisins partageaient souvent avec les journalistes locaux que les soirées nocturnes de la maison attiraient un flot incessant de limousines et de paparazzi. Après la mort tragique de Mansfield en 1967, la propriété a changé de main plusieurs fois, chaque propriétaire tentant de restaurer ou de minimiser son style audacieux. Des rapports de blogs immobiliers dans les années 1980 mentionnaient que les acheteurs potentiels étaient à la fois charmés et dépassés par le schéma de décoration tout en rose. Finalement, le Palais Rose est tombé en ruine, avec des rénovations répétées échouant à retrouver son éclat original. À la fin des années 1990, des portions de la façade rose emblématique ont commencé à s'estomper et à se fissurer. Bien qu'il ait été démoli en 2002, des histoires de cheminées en miroir et de fêtes au champagne rose continuent d'apparaître dans des mémoires de célébrités et des rétrospectives historiques de Hollywood, cimentant sa place comme un chapitre unique dans le folklore de Beverly Hills. 2. Bob Hope, domaine de Toluca Lake. Toluca Lake, Los Angeles. Caché derrière de hautes haies et perché le long des rives sereines de Toluca Lake, se trouvait le domaine bien-aimé de Bob Hope, une merveille architecturale qui symbolisait autrefois l'extravagance du milieu du XXe siècle. Cette majestueuse maison, en partie conçue par John Elgin Wolfe, s'étendait sur plus de 5 acres de pelouse immaculée, de greens de golf de qualité et offrait une vue personnelle sur le lac. Dans un article des années 1970 de Architectural Digest, le domaine a été loué pour ses vastes espaces intérieurs, y compris un grand hall en marbre où Hope accueillait fréquemment l'élite de Hollywood lors de galas caritatifs. Bob Hope, un artiste et philanthrope prolifique, était fier de personnaliser la propriété pour correspondre à son personnage comique mais sophistiqué. D'une salle de projection privée, équipée de projecteurs à la pointe de la technologie, à une somptueuse salle de trophées affichant récompenses et souvenirs de golf, chaque recoin resplendissait de l'éclat d'Hollywood. Les voisins parlaient souvent de la façon dont Hope utilisait les vastes pelouses pour organiser des tournois de golf caritatifs, attirant à la fois des légendes du sport et des célébrités. Au fil des ans, le domaine a été agrandi à plusieurs reprises, intégrant une maison d'hôtes pour accueillir les acteurs, les politiciens et même les membres de la royauté en visite. Malgré sa grandeur, la propriété de Toluca Lake a connu des périodes de négligence après le décès de Hope en 2003. Selon des médias locaux, certaines ailes du manoir sont restées fermées et des rumeurs circulaient concernant des dommages causés par l'eau au rez-de-chaussée. Niveau. Il aurait fallu tout un personnel rien que pour entretenir les jardins extérieurs, bien qu'une partie des aménagements paysagers autrefois soignés soit finalement devenue sauvage. Bien que pas entièrement abandonnée au sens strict, le retrait lent de la propriété de la lumière des projecteurs a marqué la fin d'une époque pour Toluca Lake, laissant derrière elle le souvenir de la présence imposante de Bob Hope. 3. Lucille Ball, maison de Beverly Hills, Los Angeles. Une façade en stuc blanc accueillait les curieux aux portes du sanctuaire de Lucille Ball à Beverly Hills. Une résidence qui encapsulait discrètement la vie personnelle de la légende comique loin de l'écran. Construit dans les années 1920, et acheté par Ball après le succès de I Love Lucy, la maison est rapidement devenue un point central des rumeurs hollywoodiennes. Colonne. Les journalistes de The Hollywood Reporter mettaient souvent en avant le penchant de la comédienne pour organiser des garden parties animées, où Frank Sinatra et Judy Garland étaient parfois invités. Mais au-delà des rassemblements remplis de rire, le manoir était le refuge chéri de Ball, un fait souligné dans beaucoup de ses biographies. À l'intérieur, des tapis moelleux et des lustres ornés complétaient le goût raffiné de la star, dissipant toute supposition que le monde réel de Lucille reflétait son personnage burlesque à l'écran. Lettres archivées au Palais Center.
comment Ball a commandé des fresques peintes à la main inspirées par ses divers rôles au cinéma pour orner certains couloirs. Au fil des décennies, des mises à jour ont été apportées à la propriété, y compris une véranda qui donnait sur un vaste jardin où Ball aurait passé des heures à répéter ses répliques ou à lire des scripts sous le soleil de Californie. Après le décès de Lucille Ball en 1989, l'avenir de cette propriété de Beverly Hills est devenu incertain. Les frais d'entretien ont grimpé en flèche et certaines parties de la propriété, notamment la maison de la piscine séparée, ont commencé à montrer des signes de vieillissement. Les préservationnistes locaux ont exprimé des préoccupations concernant une éventuelle démolition, notant la signification culturelle de la maison. Bien que certaines parties aient été restaurées ou vendues en sections, le cœur de la maison de Lucille Ball a eu du mal à retrouver la vitalité qu'elle abritait autrefois, glissant progressivement vers une ambiance plus sobre. État. Même ainsi, d'innombrables aficionados d'Hollywood le considèrent encore comme un monument discrètement emblématique de l'âge d'or de la télévision. 4. Frank Sinatra. Twin Palms Estate, Palm Springs, Californie. Conçu par l'architecte E. Stewart Williams, le Twin Palms Estate à Palm Springs est bien plus qu'une simple merveille du milieu du XXe siècle. C'est un témoignage de l'influence profonde de Frank Sinatra sur la musique et l'architecture moderne. Érigée en 1947, la maison a marqué l'arrivée de Sinatra comme une force culturelle dominante. Les journaux locaux de Palm Springs ont fait l'éloge de ses lignes épurées et minimalistes, de son plan d'étage ouvert et des 2 palmiers qui ont donné à la propriété son nom emblématique. Les visiteurs se souviennent souvent de la façon dont les fenêtres en verre du sol au plafond du salon présentent des couchers de soleil désertiques à couper le souffle, fusionnant harmonieusement le luxe intérieur avec le paysage sauvage de la vallée de Coachella. Ce domaine n'était pas seulement la retraite désertique de Sinatra. On disait aussi qu'il était le lieu de fête endiablé et de rassemblements passionnés. Un article de 1950 dans le magazine Photoplay a documenté une fête du Nouvel An remplie de stars, dont Ava Gardner et Lana Turner. Du matériel de musique éparpillé dans le salon principal laissait supposer des séances de jam improvisées, avec Sinatra répétant parfois son prochain grand succès, tandis que des amis se prélassaient au bord de la piscine. Au fil des années, la propriété a subi des rénovations mineures pour s'adapter au confort contemporain, ajoutant une cabine d'enregistrement et une suite d'invités agrandis. Cependant, après que Sinatra ait vendu le Twin Palms Estate, les propriétaires successifs ont eu du mal à préserver son identité architecturale unique. Un manque d'entretien périodique a conduit à des problèmes tels que des fissures dans la piscine en forme de piano signature et des toits endommagés. Bien que n'étant pas complètement abandonnés, les agents immobiliers locaux dans les années 1990 décrivaient la propriété comme ayant un besoin urgent de restauration dans les annonces immobilières. Heureusement, une nouvelle vague d'enthousiastes du modernisme du milieu du XXe siècle a finalement reconnu son importance historique, alimentant les efforts pour revitaliser la maison. Aujourd'hui, Twin Palms se dresse à la fois comme une relique culturelle et un avertissement sur la façon dont les monuments d'Hollywood peuvent facilement passer entre les mailles du temps. Dean Martin, maison Trousdale Estates, Beverly Hills, Los Angeles. Cachée dans un cul-de-sac tranquille à Trousdale Estates, l'ancienne résidence de Dean Martin incarnait un style élégant des années 1950 qui reflétait sa persona publique décontractée. Construite à la fin des années 1950, la propriété a rapidement attiré l'attention pour ses fenêtres spectaculaires du sol au plafond, son aménagement spacieux et ouvert, et son point de vue stratégique surplombant la scintillante skyline de Los Angeles. Selon un article de 1963 dans Variety, Martin préférait les meubles modernes, choisissant des canapés épurés et des luminaires chics qui complétaient l'architecture élégante de la maison. Parmi le Rat Pack, Dean Martin était renommé pour son charme détendu, et son domicile personnel reflétait cette énergie. Les soirées au bord de la piscine du week-end attiraient des célébrités allant de Sammy Davis Jr. à Elizabeth Montgomery. Les biographes indiquent que le goût de Martin pour le luxe décontracté s'étendait à un bar à domicile bien approvisionné en spiritueux haut de gamme, un incontournable pour le chanteur connu sous le nom de The King of Cool. La musique n'était jamais loin non plus. Un piano à queue ornementait le salon, et selon la rumeur, des sessions d'improvisation nocturne se faisaient parfois entendre dans le voisinage. Après le départ de Martin de la propriété dans les années 1970, la maison a changé de main plusieurs fois, chaque nouveau propriétaire ajoutant ou supprimant des éléments de son design original. Certains articles de blog immobilier évoquent un aménagement paysager négligé, citant des haies envahies et des installations d'eau défectueuses. Malgré ces manquements, la maison a conservé suffisamment de son charme des années 1950 pour rester sur le radar des passionnés de la préservation. Même ainsi, la rumeur locale disait que certaines sections de la propriété, en particulier l'aile des invités, restaient inoccupées pendant des années.
Les échos de l'époque, où le chant entraînant de Dean Martin remplissait les couloirs. 6. Elizabeth Taylor. Manoir de Bel Air, Los Angeles. Niché contre les collines ondulantes de Bel Air, le somptueux manoir d'Elizabeth Taylor transcendait le domaine de l'immobilier pour devenir un emblème de son glamour légendaire. Acquise au début des années 1960 à une époque où la carrière de Taylor s'envolait avec des films comme Cléopâtre, la propriété comportait de vastes jardins parsemés de fleurs exotiques et un paisible étang de Coy. Étang. Selon des éditions archivées de Vogue, l'actrice aimait particulièrement ajouter des touches personnelles dans tout le domaine, allant d'acquisitions d'art inestimables à des placards sur mesure pour sa célèbre collection de bijoux. La maison elle-même était une étude en élégance européenne, remplie de moulures ornées, de lustres en cristal et de plafonds peints à la main, rappelant les palais du Vieux Monde. Des designers d'intérieur locaux qui ont visité dans les années 1980 ont décrit une salle à manger meublée avec du mobilier de l'époque victorienne, où Taylor recevait fréquemment des sommités internationales, des magnates des affaires à la royauté. Un escalier en marbre somptueux dominait le foyer, menant à des quartiers privés offrant une vue panoramique sur la ville en contrebas. Cependant, après plusieurs mariages et des priorités personnelles changeantes, Taylor s'est finalement séparé du manoir. Des années d'entretien sporadiques par les propriétaires successifs ont conduit à un déclin visible, les journaux notant des cas de dommages structurels et de fuites dans le toit. Les registres fonciers du début des années 2000 indiquaient que les tentatives de modernisation de l'intérieur ont été confrontées à des obstacles bureaucratiques en raison de l'importance historique du domaine. Au fil du temps, les jardins autrefois magiques sont devenus sauvages, reprenant des parties du « surroundings ». Bien que pas entièrement déserté, le manoir a échappé au radar d'Hollywood, attendant tranquillement une grande renaissance qui, jusqu'à présent, ne s'est jamais pleinement matérialisée. 7. Marion Davies, maison de plage à Santa Monica, Californie. Marion Davies, célèbre actrice et compagne du magnate de la presse William Randolph Hearst, a autrefois régné dans une somptueuse maison de plage à Santa Monica qui rivalisait avec le faste du château de Hearst. Perchée le long de la côte pacifique, la propriété comptait initialement plus de 100 chambres, un témoignage de l'amour de Davies pour les réceptions extravagantes. Un article de 1931 dans le Los Angeles Examiner a décrit le domaine comme un terrain de jeu pour les plus grands d'Hollywood, avec de multiples salons à manger, une salle de bal et une somptueuse piscine intérieure ornée de fresques du sol au plafond, évoquant les bains romains antiques. Tout au long des années 1930, la maison de plage est devenue le cadre de soirées mondaines de haut niveau qui faisaient régulièrement les gros titres. Les visiteurs arrivaient pour trouver du personnel en costume, de somptueux buffets et des feux d'artifice orchestrés illuminant le ciel du soir. Les chroniqueurs mondains de l'époque se délectaient de chaque détail, de la sélection rotative de robes de couture de Davies à la liste d'invités étoilés, qui incluait souvent Clark Gable, Carole Lombard et Charlie Chaplin. Dans des journaux publiés à titre posthume, Davies a admis qu'elle savourait le rôle d'hôtesse, veillant à ce que chaque invité se sente choyé et diverti. Après les problèmes financiers de Hearst et le déclin éventuel de Davies dans les rôles cinématographiques, des parties de la propriété ont été vendues ou réaffectées. Dans les années 1950, des rumeurs circulaient selon lesquelles le manoir, autrefois grandiose, avait été divisé en unités plus petites, dont certaines se sont détériorées. Les autorités locales ont brièvement envisagé de démolir le complexe, ce qui a incité les historiens à plaider pour sa préservation. Aujourd'hui, une partie du site original a été transformée en une installation publique connue sous le nom de Annenberg Community Beach. Maison, bien que loin d'être abandonnée, la grandeur originale s'est estompée, n'offrant que des indices des grandes fêtes hollywoodiennes qui définissaient autrefois le paradis en bord de mer de Marion Davies. 8. Marilyn Monroe, maison de Brentwood, 5e Alena Drive, Los Angeles, nichée dans une impasse à Brentwood. La dernière. La résidence finale raconte une histoire à la fois de sérénité et de tristesse. Acheté au début de 1962 pour un peu plus de 77 000 $, le bungalow de style espagnol était la première maison que Monroe ait jamais possédée sous son propre nom. Les coupures de presse contemporaines du Los Angeles Times mentionnaient le désir de la star de créer un refuge confortable, loin des flashs des paparazzi. Avec des poutres en bois apparentes, des carreaux en terre cuite et une modeste piscine arrière, la propriété dégageait une chaleur contrastant fortement avec la célébrité à haute intensité de Monroe. La vie. À l'intérieur, Monroe ajouta des touches personnelles qui révélaient son côté plus doux. Des carreaux mexicains choisis à la main, une bibliothèque compacte remplie de littérature sur la psychologie et la poésie, et des rideaux délicats qu'elle avait personnellement choisis lors d'un voyage de shopping à Tijuana.
Plus tard, on se souvient dans des interviews de magazines comment l'actrice passait des après-midi dans le jardin à siroter du thé et à répéter ses répliques. Tragiquement, Monroe est décédée dans cette même maison dans des circonstances qui restent le sujet de nombreuses théories du complot. Bien que la propriété de Brentwood n'ait pas été abandonnée au sens traditionnel, elle a connu une gestion incertaine dans les décennies suivant la mort de Monroe. Plusieurs propriétaires ont alterné entre préservation et rénovation, se heurtant parfois sur la quantité de l'influence de Monroe qui devait subsister. Certaines informations provenant d'agents immobiliers à la fin des années 1970 indiquent que des dommages causés par l'eau et des problèmes de termites ont affecté la structure, entraînant des restaurations partielles qui ont éliminé des détails d'origine. Même ainsi, la propriété reste un lieu de pèlerinage pour les fans dévoués, qui laissent toujours des fleurs près de la porte, maintenant ainsi un subtil rappel de l'icône la plus durable d'Hollywood dans le quartier paisible de Brentwood. 9. Alla Nazimova, Garden of Allah Hotel, Sunset Boulevard, Hollywood. Fondé par l'actrice de cinéma muet pionnière Alla Nazimova, le Garden of Allah Hotel était autrefois le cœur battant de la scène créative des débuts d'Hollywood. À l'origine résidence privée de Nazimova, la propriété de Sunset Boulevard a été agrandie en 1927 pour inclure une série de villas entourant un grand manoir. Le Los Angeles Record l'a décrit comme une enclave bohème où des écrivains comme F. Scott Fitzgerald et Dorothy Parker se mêlaient à de jeunes stars du cinéma, donnant lieu à des rassemblements légendaires au bord de la piscine, animés par des conversations passionnées et des scandales occasionnels. Le sens du drame de Nazimova était évident dans le design éclectique de la propriété. Une végétation tropicale luxuriante, des fontaines ornées et des arches incurvées donnaient à l'hôtel une ambiance presque mille et une nuits, reflétant son style théâtral. Au fil du temps, le Garden of Allah devint synonyme de vie hollywoodienne non conventionnelle. Dans des journaux intimes et des lettres publiées plus tard sous forme de biographie, les invités racontaient comment l'actrice elle-même apparaissait parfois à la piscine dans des costumes flamboyants, divertissant les spectateurs avec des performances impromptues ou des sketchs comiques. Cependant, alors que Hollywood évoluait dans les années 1940 et 1950, le Garden of Allah peinait à rivaliser avec des hébergements plus récents et modernes. Les problèmes financiers s'accumulaient et beaucoup de bungalows tombaient en ruine. À la fin des années 1950, les journaux rapportaient que la propriété autrefois vibrante était en grande partie vide, sa piscine autrefois étincelante vidée et fissurée. En 1959, le Garden of Allah a été démoli pour faire place à un développement commercial, un événement déploré par les artistes qui ont pleuré la disparition de l'âge d'or bohème de Hollywood. Aujourd'hui, seules les anecdotes et les photographies subsistent, capturant l'essence d'un lieu qui résonnait autrefois de rire, d'étincelles créatives et de la vision singulière d'une actrice pionnière. Numéro Betty White, maison de Brentwood, Los Angeles. Modeste mais remplie de chaleur, la maison de longue date de Betty White à Brentwood se distinguait nettement des domaines opulents plus couramment associés aux légendes d'Hollywood. Acquise dans les années 1960, cette propriété de style traditionnel reflétait le sens pratique et terre-à-terre de White. Des interviews locales publiées vers 1980 décrivaient le porche accueillant de la maison et les jardins bien entretenus, où l'on pouvait parfois voir White interagir avec ses voisins ou promener ses chiens bien-aimés. À l'intérieur, la décoration mettait en avant l'engagement de White pour le bien-être animal, avec des tapis adaptés aux animaux et des meubles bas pour accueillir ses compagnons canins. Un salon orné de récompenses et de souvenirs de The Mary Tyler Moore Show et de Golden Girls laissait entrevoir sa carrière légendaire, mais les sièges confortables et les livres bien feuilletés témoignaient de la préférence de White pour des soirées tranquilles à la maison, plutôt que des fêtes somptueuses à Hollywood. Les biographes ont noté que l'actrice organisait des rassemblements intimes pour ses amis proches, en servant des casseroles faites maison, au lieu de haute cuisine traiteur. Dans ces dernières années, White a maintenu un style de vie privé, et par conséquent, certaines parties de la maison sont restées moins rénovées. Les voisins qui ont parlé aux journalistes après le décès de White en 2021 ont rappelé que certaines pièces semblaient figées dans le temps, rappelant une époque antérieure de la vie à Los Angeles. Lorsque la propriété a été mise sur le, vous savez, marché, les acheteurs potentiels ont découvert des problèmes structurels mineurs comme un câblage et une plomberie obsolète, reflétant son âge plutôt qu'un abandon total. Bien que plus occupée, la maison de Brentwood conserve l'esprit doux de son ancien propriétaire, souvenu comme une légende hollywoodienne qui chérissait la simplicité plutôt que le spectacle. 11. Michael Jackson, Havenhurst, Encino, Los Angeles, Californie. Au milieu du calme suburbain d'Encino se trouve Havenhurst, un vaste domaine qui a servi de centre névralgique pour les Jackson. Ascension,
dans le monde du divertissement. Acquise au début des années 1970, la propriété a subi des transformations significatives alors que la carrière solo de Michael Jackson prenait son envol. Des articles de presse et des panneaux publicitaires des années 1980 racontent comment Jackson a enregistré des maquettes pour Thriller et Bad dans le studio improvisé du manoir, transformant les nuits calmes d'Encino en laboratoire créatif de musique pop. Innovation. Au-delà de son importance musicale, Havenhurst était une sorte de pays des merveilles, avec des touches fantaisistes comme un diorama de Blanche-Neige, des animaux exotiques et un théâtre privé où la famille visionnait des clips musicaux et des projets à venir. Selon un rapport de 1984 dans le Los Angeles Herald Examiner, les intérieurs étaient richement décorés avec des rideaux somptueux, des lustres en cristal et des tapis moelleux personnalisés selon les normes exigeantes de Michael. Pourtant, malgré cette grandeur, le domaine était aussi une maison familiale, où les frères et sœurs se réunissaient pour les anniversaires et les célébrations de fêtes. Après que Michael Jackson ait déménagé au ranch de Neverland, à la fin des années 1980, Havenhurst a été utilisé de manière intermittente. Des membres de la famille séjournaient sur la propriété, mais certaines parties du manoir auraient reçu peu d'entretien. Dans certains coins, de la poussière s'accumulait sur les accents dorés, et les jardins autrefois entretenus avec soin commençaient à montrer des signes de croissance excessive. Un article de 2012 dans un blog de célébrités populaires mentionnait des projets de rénovation en cours. Mais les voisins murmuraient parfois que le domaine n'avait plus l'énergie bourdonnante qu'il avait autrefois. Bien que techniquement pas abandonné, Havenhurst reste un monument à moitié figé d'une famille qui a remodelé le paysage musical mondial. 12. Frank Sinatra, Fairlawn Estate, Chatsworth, Los Angeles, Californie. William Pereira, un architecte de premier plan du milieu du XXe siècle, a conçu le Fairlawn Estate de Frank Sinatra comme un hommage à la géométrie élégante et au luxe dans l'étendue pittoresque de Chatsworth. Dévoilé dans les années 1950, ce joyau moderne du milieu du siècle s'étendait sur une colline, offrant des vues panoramiques sur les montagnes de Santa Susana. Les comptes rendus contemporains dans le Los Angeles Daily News ont documenté le penchant de Sinatra pour organiser des réunions A-list où les influents d'Hollywood fraternisaient à côté d'une piscine angulaire qui reflétait les lignes nettes de la maison. À l'intérieur, les fenêtres allant du sol au plafond, les sols en pierre polie et le mobilier minimaliste projetaient une ambiance contemporaine raffinée. Sinatra aurait commandé des systèmes audio sur mesure dans plusieurs pièces, garantissant que sa musique se diffuse dans toute la propriété. Des célébrités comme Marilyn Monroe et Judy Garland auraient assisté à des soirées intimes ici, ajoutant au mystère de la propriété. Vers le milieu des années 1960, la vie personnelle et les engagements professionnels de Sinatra l'ont éloigné de Fairlawn, et la propriété a changé de main au fil des ans. Pourtant, l'héritage de Sinatra perdurait dans les choix de design que les nouveaux propriétaires peinaient à maintenir. Au fil du temps, le paysage autrefois impeccable est devenu un défi à préserver, et les agents immobiliers locaux ont remarqué que certaines parties du domaine sont tombées dans la négligence, avec des pavés fissurés et usés, les façades. L'éclat de Fairlawn a brièvement ressurgi au début des années 2000 lorsqu'il a été mis sur le marché pour environ 5 millions de dollars, mais les efforts de restauration se sont avérés coûteux. Bien que des acheteurs privés soient intervenus, certains coins restent intacts, laissant derrière eux de subtils murmures de la décadence du Rat Pack dans les paisibles collines de Chatsworth. 13. Audrey Hepburn, propriété de style colonial, Holmby Hills, Los Angeles, Californie. Nichée dans Holmby Hills se trouve la propriété de style colonial qu'Audrey Hepburn partageait autrefois avec son mari de l'époque, l'acteur Mel Ferrer. Conçue à l'origine par le célèbre architecte Paul R. Williams, les colonnes classiques du manoir, sa façade symétrique et ses jardins bien entretenus évoquaient une élégance d'antan rappelant le personnage raffiné d'Hepburn à l'écran. Les annonces immobilières historiques de la fin des années 1950 décrivent le domaine comme un sanctuaire vaste, avec des foyers au sol de marbre et des plafonds hauts illuminés par des lustres ornés. Lors d'une interview en 1960 avec Harper's Bazaar, Hepburn a parlé avec affection de son désir de confidentialité et de tranquillité, un souhait reflété dans les cours cachés de la propriété, où elle passait apparemment ses matinées à lire des scripts ou à pratiquer des routines de danse. Les amis du couple, comme l'indiquent des lettres personnelles ultérieurement données à la bibliothèque Margaret Herrick, ont raconté des dîners élaborés qui mettaient en valeur la grâce modeste de Hepburn. La propriété comportait également une piscine entourée de haies luxuriantes, offrant un endroit isolé pour des baignades en fin d'après-midi, loin des paparazzis. Après la dissolution du mariage, Hepburn s'est éloigné d'Hollywood pendant de longues périodes, et le domaine de style Colonial Revival a finalement été vendu. Les propriétaires suivants ont eu du mal,
Grandeur des années 30, confrontée à des coûts importants pour les réparations de toitures et l'aménagement paysager. Les colonnes immobilières des années 1980 notaient des dégâts d'eau dans certaines ailes, tandis que les jardins, autrefois entretenus à la perfection, s'en mêlaient en l'absence de gardiens à plein temps. Bien que certaines sections aient depuis été rénovées, des parties du domaine portent encore la patine de la négligence, évoquant une époque révolue où la grâce intemporelle d'Audrey Hepburn donnait le ton de la haute société à Holmby Hills. 14. Helen Hunt, maison de style espagnol, Brentwood Park, Los Angeles, Californie. Construit en 1931 et réputé avoir autrefois hébergé Greta Garbo, la maison de style espagnol plus tard possédée par Helen Hunt présente une riche tapisserie de légende hollywoodienne. Avec des sols en pierre française importée et des couloirs élégamment arqués, la propriété offrait une touche résolument européenne qui a captivé l'actrice lauréate d'un Oscar. Des sources comme Architectural Digest à la fin des années 1990 ont souligné l'engagement de Hunt à préserver les éléments de design originaux de la maison, des tuiles en terre cuite faites à la main aux accents céramiques peints à la main ornant les murs de la cuisine. Ce joyau de Brentwood Park s'étend sur des terrains soigneusement aménagés, avec un jardin rempli de bougainvillées éclatantes et une charmante fontaine de cour rappelant les anciennes haciendas andalouses. Hunt aurait organisé des rassemblements conviviaux pour ses collègues acteurs, où la conversation coulait sous des lustres en fer forgé et la musique classique résonnait à travers des pièces aux plafonds élevés. Malgré le prestige qui y est attaché, la propriété a réussi à rester discrète, reflétant le style de vie privé de Hunt. Cependant, au gré des fluctuations du marché et des changements dans la carrière de l'actrice, la maison de style espagnol a connu des périodes de peu d'entretien. Les annonces immobilières au début des années 2000 laissaient entrevoir des sections détériorées de la propriété, y compris des fissures dans la fontaine de la cour et un jardin autrefois luxuriant maintenant peu entretenu. Certains acheteurs potentiels ont noté le défi de moderniser une structure historique sans en perdre l'authenticité. Bien que pas totalement abandonnées, les pièces moins utilisées de la maison se sont couvertes de poussière et étaient sous-équipées, symbolisant la lutte pour équilibrer préservation et praticité. Pourtant, le charme d'antan reste indéniable, un hommage permanent à la danse cyclique d'Hollywood entre grandeur et négligence. 15. John Stamos, domaine de Calabasas, Calabasas, Californie. Pendant l'apogée de Full House, John Stamos a investi dans une propriété à Calabasas qui était un témoignage du goût flamboyant et parfois excentrique des stars de la télévision de la fin des années 1980. Des rapports de blogs d'architecture locaux révèlent que la propriété a été conçue avec un agencement fluide et comprenait un hall somptueux orné de marbre poli. La rumeur disait que le domaine comprenait des toilettes recouvertes d'or, une curiosité souvent mentionnée dans les colonnes de potins de célébrités de l'époque. Bien que Stamos ait été principalement connu pour son personnage de sitcom irréprochable, sa maison était étonnamment glamour, avec une salle de maquillage dédiée équipée d'éclairage professionnel. Les amis proches de l'acteur, cités dans des magazines de divertissement, parlaient souvent de sessions de jam improvisées qui se tenaient dans le studio de musique entièrement équipé, avec des guitares le long des murs. Un modeste court de tennis et une piscine de style lagon augmentaient encore l'attrait de la propriété, la transformant en mini-resort dans les collines de Calabasas. Après les années 1990, les priorités de Stamos ont changé, et la propriété a connu plusieurs changements de propriétaires. Certaines des installations flamboyantes, comme les accessoires en or, ont perdu de leur éclat et sont tombées en désuétude. Au début des années 2000, les articles immobiliers mentionnaient de nombreuses tentatives de mise en vente de la propriété, bien que les acheteurs potentiels aient été dissuadés par les coûts de rénovation importants nécessaires. Avec le temps, les jardins somptueux de la propriété se sont laissés envahir, et le studio de musique autrefois sophistiqué est resté silencieux. Finalement, le domaine de Calabasas, bien que jamais totalement abandonné, est devenu un lieu plus calme, moins vibrant, un monument curieux de l'époque où les stars de sitcom régnaient en maître dans la banlieue de Los Angeles. 16. Rachel McAdams, maison de style Palm Springs, Woollahra, Sydney, Australie. Lorsque Rachel McAdams a brièvement déménagé à Sydney pour un projet cinématographique, elle a loué une maison de style Palm Springs des années 50 dans le quartier chic de Woollahra, un arrangement d'abord rapporté par The Daily Telegraph. Bien qu'un choix inattendu pour l'architecture classique des banlieues et de Sydney, le style rétro-moderne de la propriété a rapidement attiré l'attention locale. La maison présentait des murs blanchis, des accents géométriques et de grandes portes vitrées s'ouvrant sans effort sur une terrasse de piscine aménagée. Des rumeurs ont circulé dans les cercles de l'immobilier australien,
McAdams appréciait le mélange de design vintage et de technologie de maison intelligente à la pointe. Curieusement, le décor intérieur s'écartait des esthétiques australiennes traditionnelles, privilégiant des meubles bas, des lignes épurées et des touches de couleurs vives rappelant la Californie des années 1960. L'actrice aurait utilisé la propriété à la fois comme sanctuaire personnel et comme espace de réunion informel pour des lectures de scripts. Selon des voisins interrogés par des blogs locaux, McAdams arrivait souvent tard dans la nuit, sa silhouette brièvement visible à travers les fenêtres impressionnantes du sol au plafond de la propriété. Une fois la production terminée et McAdams de retour en Amérique du Nord, la maison a vu une occupation limitée. Les propriétaires, confrontés à des coûts d'entretien élevés liés au design vintage et à l'aménagement paysager spécialisé, auraient laissé certaines sections du domaine inutilisées. Au moment où la propriété est revenue sur le marché locatif, les locataires potentiels ont constaté que certains systèmes high-tech étaient obsolètes et nécessitaient une révision. Bien qu'encore structurellement solides, des parties de l'intérieur portent désormais des signes subtils de désuétude. Un sort étrange pour une demeure qui a autrefois abrité une star d'Hollywood cherchant à recréer l'ambiance de Palm Springs à l'autre bout du monde. Dixit, The Weeknd, Abel Tesfaye, Manoir de Bel Air, Los Angeles, Californie. Acquis par Abel Tesfaye, mieux connu sous le nom de The Weeknd, pour la somme ahurissante de 70 millions de dollars, ce manoir de Bel Air représente un visage plus récent du marché immobilier de luxe d'Hollywood, mais lui aussi a connu des périodes de vide. S'étendant sur environ 33 000 pieds carrés, la propriété était initialement vantée par les sites immobiliers pour ses vues panoramiques sur la montagne et la ville, une piscine intérieure de style spa et une salle de cinéma sur place équipée de la dernière projection. Technologie. Un article de 2021 dans Architectural Digest a mis en avant le design minimaliste du manoir, reposant sur des murs en verre élégants et un éclairage LED caché pour créer une ambiance futuriste. Malgré l'esthétique avant-gardiste de la chanteuse, la propriété rend toujours hommage à l'opulence classique d'Hollywood, avec des sols en marbre somptueux, des chandeliers placés à des points focaux stratégiques et un grand escalier qui traverse le hall central. Les paparazzi locaux capturaient parfois des images de Tesfaye organisant de petites réunions, bien que ces événements semblent plus discrets que les soirées bruyantes autrefois synonymes de Bel Air. Il était dit qu'un studio d'enregistrement privé existait dans une aile cachée, permettant aux musiciens de travailler sur de nouveaux morceaux en solitude. Cependant, l'ampleur de la maison et ses systèmes élaborés nécessitent un entretien constant. Alors que le calendrier de tournée de The Weeknd s'intensifiait, certaines parties de la maison étaient rarement utilisées. Les entrepreneurs cités dans des colonnes immobilières ont suggéré que les suites d'invités inoccupées et les quartiers de vie auxiliaires faisaient face à des problèmes tels que l'accumulation de poussière et le déséquilibre de l'humidité, entraînant des dommages mineurs au fil du temps. Bien que certainement pas condamnée, l'occupation sporadique du manoir de Bel Air souligne un paradoxe de la vie des célébrités modernes. Même les résidences les plus grandioses et les plus high-tech peuvent tomber dans un état de négligence partielle lorsque leurs propriétaires sont perpétuellement en déplacement. 18. Charlie Chaplin. Summit Drive House, Beverly Hills, Los Angeles. Perché au-dessus de Beverly Hills sur Summit Drive se trouvait un manoir lié à l'icône du film muet Charlie Chaplin, une propriété moins mythique que ses studios, mais significative pour illustrer le passage de Chaplin vers l'élite résidentielle de Hollywood. Achetée dans les années 1920, la maison de style Renaissance coloniale espagnole comportait une cour avec des fontaines ornées, des ouvrages en fer forgé élaborés, et un patio sur le toit qui offrait des vues saisissantes de la ville en contrebas. Les premiers récits dans le désormais disparu Hollywood Tatler s'extasiaient sur les soirées où Chaplin recevait des écrivains, des réalisateurs et des étoiles montantes, tous captivés par l'esprit du génie comique. Les journaux intimes de Chaplin, mentionnés plus tard dans plusieurs biographies, soulignent le rôle crucial de la maison dans le réseautage social. Les collaborations clés et les révisions de scénarios pour des films comme Les Lumières de la Ville auraient eu lieu dans un petit bureau près du foyer principal. Chaplin, qui n'appréciait pas les démonstrations ostentatoires, décorait modestement avec du mobilier d'époque, privilégiant des textiles au ton chaleureux et des œuvres d'art simples et élégantes. Une salle de projection privée permettait à Chaplin de visionner les rushs de ses projets en cours sans quitter la maison. L'examen financier et les tensions politiques ont finalement forcé Chaplin à passer de longues périodes à l'étranger. Des gardiens géraient la propriété en son absence, mais une supervision sporadique a conduit à un déclin notable. Dans les années 1950, les journaux locaux mentionnaient des dommages structurels, y compris des toits qui fuyaient et du bois en décomposition. Colonne. Un changement de propriétaire a entraîné des rénovations sporadiques qui détonnaient avec le design original de la maison. Bien que pas vraiment désertée,
Les couloirs sont restés fermés pendant des décennies, préservant un aperçu éphémère des années de transition du début d'Hollywood, lorsque le cinéma muet régnait et que les films parlants faisaient juste leur apparition à l'horizon. 19e, Rudolph Valentino, Falcon Lair, Benedict Canyon, Los Angeles. Perché sur une colline à Benedict Canyon, Falcon Lair se tient comme l'une des reliques les plus célèbres de l'ère du cinéma muet à Hollywood. Construite et autrefois habitée par le légendaire amant latin Rudolph Valentino. Conçue en 1923, la maison était un spectacle architectural. Une maison blanche en stuc de style espagnol avec une tour circulaire proéminente qui s'élevait au-dessus des collines environnantes. Selon un article du magazine Photoplay, l'amour de Valentino pour le décor arabe a influencé l'intérieur, où il a combiné des arcs mauresques, des carreaux complexes et des tapisseries exotiques pour créer un refuge romantique. Le pouvoir de star de Valentino attirait de nombreuses célébrités au dîner somptueux de Falcon Lair, rempli de plats inspirés par la cuisine méditerranéenne. Souvent, ces soirées se terminaient par des performances de danse impromptues dans le grand salon, où des instruments du Moyen-Orient se mêlaient au bavardage d'Hollywood. Tragiquement, Valentino est mort jeune en 1926, après quoi des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'esprit éploré de l'acteur errait dans les couloirs. Les colonnes de potins ont perpétué des anecdotes fantomatiques, alimentant l'intrigue du public et faisant de Falcon Lair un point de convergence pour les admirateurs et les simples curieux. Au fil des années, la propriété passa entre les mains de mondains, d'entrepreneurs et d'autres acteurs. Des rénovations sporadiques préservèrent certains des espaces plus grandioses, mais le coût et la complexité de l'entretien d'une propriété si historiquement et architecturalement distinctive ont conduit à des périodes de profond abandon. Un article des années 1980 dans le Los Angeles Herald a mis en lumière des toits qui fuient et des murs qui s'effritent, forçant de nombreuses pièces à être inutilisées. Les tentatives de restauration complète de Falcon Lair ont été entravées par des visions contradictoires, qu'il s'agisse de maintenir son mystique original de l'époque de Valentino, ou de le moderniser pour la vie contemporaine. Le résultat est un équilibre précaire, un monument à demi somnolent à la star la plus emblématique du cinéma muet. 20. Judy Garland, Stone Canyon Estate, Bel Air, Los Angeles. La légende raconte que le Stone Canyon Estate de Judy Garland était à la fois une forteresse personnelle et un reflet de son étoile intemporelle, nichée dans les enclaves verdoyantes de Bel Air. Initialement construite à la fin des années 1930, la maison a subi une série d'agrandissements dans les années 1940, lorsque la carrière de Garland a décollé après le succès du Magicien d'Oz. Les articles du magazine Variety de l'époque détaillaient le magnifique aménagement paysager de la propriété, y compris des jardins en terrasse qui descendaient vers un étang à Karpskoye isolé. La façade de style Tudor anglais de la propriété, avec ses demi-colombages et ses portes en arche, se distinguait parmi les designs méditerranéens et espagnols plus courants dans le quartier. À l'intérieur, les touches de Garland étaient partout, du piano demi-queue dans le salon au placard sur mesure qui abritait ses costumes de scène. Les membres de la famille se souvenaient comment elle répétait des chansons tard dans la nuit, sa voix résonnant dans les couloirs bordés d'affiches de films encadrés. Au sommet de sa gloire, Garland organisait ici de somptueuses fêtes de vacances, invitant costards, réalisateurs et amis proches à profiter d'une soirée de musique live et de festins somptueux. Avec le temps, cependant, ses difficultés financières et ses batailles avec les contrats des studios ont entraîné des absences prolongées du domaine. Après la mort prématurée de Garland en 1969, Stone Canyon Estate a traversé plusieurs propriétaires qui ont lutté pour préserver son passé légendaire. Un certain nombre de problèmes structurels ont émergé à mesure que la propriété vieillissait. Des poutres en bois pourries, un câblage obsolète et un jardin envahi qui masquait les chemins autrefois impeccables. Bien que des segments de la propriété aient été partiellement restaurés, préservant le souvenir de la voix puissante de Garland et de sa présence éclatante à l'écran, d'autres zones restent dans un état silencieux et fantomatique, berçant doucement les échos de l'âge d'or d'Hollywood, sans offrir de grand final.